Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. Au sommaire de cette édition, la revalorisation du SMIC à Madagascar. Il passe de 42 à 50 euros. La Tunisie entend réformer son secteur des transports. 22 milliards de dollars y seront consacrés d'ici 2040. Enfin, plus de 100 000 emplois ont été créés en Côte d'Ivoire en 2018. Conformément à une promesse qu'il a faite, le président Andry Rajoelina a offert aux travailleurs malgaches une revalorisation du SMIC en guise de cadeau du 1er mai. Désormais donc, le salaire minimum interprofessionnel garanti passe de 42 à 50 euros, soit une augmentation de 18%. Promesse tenue et réalisée pour Andry Rajoelina. Après de nombreuses discussions menées avec le patronat et les syndicats, le président malgache a réussi à offrir aux travailleurs de son pays une revalorisation de SMIC en guise de cadeau du 1er mai, fête du travail. À l'unanimité, le conclave tripartite a avalisé une augmentation de 18% du salaire minimum dans le pays. Madagascar emboîte ainsi le pas au Nigeria, faisant passer son SMIC de 169 000 ariari à 200 000 ariari. Cette nouvelle mesure, qui répond à une obligation légale du Code du travail, qui impose une révision périodique du SMIC sur la base de l'évolution des comptes de la nation, de la conjoncture économique et des prix à la consommation, dépasse la fourchette de 5 à 10% de revalorisation effectuée dans le pays au cours des précédentes années. D'autres mesures telles que la suppression de l'impôt sur le revenu salarial et l'exemption pour les revenus en dessous de 350 000 ariari sont aussi annoncées. Dans l'ensemble, le cadeau du 1er mai du président malgache aux travailleurs est apprécié des syndicats du pays. Il rappelle cependant que la revalorisation concédée est insuffisante pour améliorer les conditions de vie des employés. Ce nouveau salaire minimum ne soulagera pas définitivement le quotidien des salariés à Madagascar, mais il s'agit d'une étape franchie, a expliqué Rémi-Henri Botoudi, président du syndicat chrétien de Madagascar. Au cours de la prochaine décennie, le gouvernement tunisien veut investir environ 22 milliards de dollars pour réformer le secteur du transport. Ceci dans le cadre du plan directeur national des transports à l'horizon 2040. Et c'est le sous-secteur ferroviaire qui va monopoliser la plupart des financements. Réformer entièrement le secteur du transport en Tunisie afin de pallier les systèmes et services médiocres de certains modes de transport pour assurer efficience, efficacité et durabilité. C'est l'ambition que nourrissent les autorités tunisiennes. Elles entendent investir gros, environ 22 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Le sous-secteur ferroviaire se taille une belle part de ce financement selon le ministre tunisien des Transports. Hichem Ben Ahmed explique que sur la base d'une étude portant sur un plan directeur national des transports à l'horizon 2040, cofinancé par la Banque africaine de développement, la priorité a été donnée au transport ferroviaire auquel ont été consacrés 19 projets d'un coût de 28 milliards de dinars, soit 9,2 milliards de dollars. Les infrastructures routières devraient se retrouver en deuxième position avec 18 projets suivis du sous-secteur portuaire, 6 projets et du sous-secteur aéroportuaire, 4 projets. À tout cela, il faut ajouter l'entretien des infrastructures existantes qui va mobiliser environ 4,9 milliards de dollars. En Tanzanie, l'État a repris le contrôle de 15 entreprises qui avaient été privatisées. La décision est motivée par les graves déficiences dont ces entreprises souffrent et leur incapacité à dégager des bénéfices depuis donc leur privatisation.
15 entreprises publiques auparavant cédées à des investisseurs privés sont de retour dans le giron de l'État en Tanzanie. Motif évoqué, ces entreprises souffrent depuis leur privatisation de graves déficiences et sont dans l'incapacité de dégager des bénéfices. Leur reprise par l'État a été annoncée par le ministre tanzanien de l'Industrie et du Commerce, Joseph Kakonda, qui a indiqué que 33 autres entreprises pourraient connaître le même sort si elles ne présentaient pas leur rapport d'investissement durant le mois de mai. Pays de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie a privatisé à la fin des années 90 176 entreprises publiques suite à une décision de la Commission présidentielle de réforme des entreprises publiques financée par la Banque mondiale et chargée de piloter le processus de privatisation dans le pays. Quelques années plus tard, en 2013, seules 42 entreprises seulement sur le total des sociétés privatisées réalisaient des bénéfices. Pour la Confédération des industries de Tanzanie, les autres entreprises qui n'ont pas su tirer leur épingle du jeu ont en réalité vu leurs équilibres financiers grevés par le paiement de l'impôt différé. L'organisation patronale dénonce par ailleurs un environnement commercial non compétitif, des taxes multiples ainsi que des retards dans la délivrance de permis de travail à des experts étrangers. Face à l'investissement public et aussi à une politique macroéconomique qui porte ses fruits, la Mauritanie se remet de la chute du prix de son minerai de fer. Le pays affiche une croissance vigoureuse qui a doublé en 2 ans, passant de 3% en 2018 à 6,4% en 2019. Cette performance est saluée par le Fonds monétaire international, dont ses perspectives économiques pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie centrale publiées la semaine dernière. L'institution note cependant un obstacle de taille, à savoir l'endettement élevé du pays, ceci malgré que les perspectives de son champ gazier avec le Sénégal lui ouvrent un potentiel important selon de nombreux experts. Au cours de l'année 2018, plus de 100 000 emplois ont été créés en Côte d'Ivoire. Ce chiffre annoncé par le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale concerne à la fois le secteur public et le secteur privé. En 2018, 101 377 emplois formels ont été créés en Côte d'Ivoire. Ces emplois, issus aussi bien du secteur privé que du secteur public, sont les résultats de la politique gouvernementale ivoirienne en matière de création. À en croire le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abinan, qui l'a rendu public, cette statistique est basée sur les chiffres de la Caisse nationale de la prévoyance sociale et ceux de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Elle confirme qu'en matière de création d'emplois formels, la tendance à la hausse a été observée en 2018. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas été laissées en rade. Ainsi, à ce jour, environ 458 personnes en situation de handicap ont été recrutées. Pour le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, ces progrès obtenus en matière de création d'emplois en Côte d'Ivoire ne suffisent pas pour freiner les ambitions gouvernementales. Il faut, selon lui, continuer à se battre pour mieux faire. Il faut redoubler d'efforts car les défis sont nombreux, entre autres la mise en place d'un régime complémentaire au profit des fonctionnaires et agents de l'État et la politique nationale du travail, de quoi maintenir en 2019 la tendance à la hausse dans un contexte où la couverture maladie universelle, dont l'objectif est d'assurer des soins de santé à moindre coût, va entrer dans sa phase opérationnelle avec le début du prélèvement obligatoire le 1er juillet et le démarrage effectif des prestations le 1er octobre prochain. La Chine va investir 1,8 milliard de dollars dans le réseau de transmission et de distribution électrique de l'Éthiopie, le pays qui dispose d'une capacité installée de 4,5 gigawatts pour une population de plus de 100 millions d'âmes,
ambitionne de développer 60 gigawatts d'énergie renouvelable dans le cadre de son plan de croissance et de développement, un plan qui s'étend sur 15 ans. Le gouvernement éthiopien envisage aussi de construire 9000 km de lignes de distribution et 19 600 km de lignes de transmission électrique. L'objectif est de booster le taux d'électrification nationale qui est actuellement de 30% dans un contexte où dans les régions électrifiées, seulement 60% des populations ont accès à l'énergie. L'Afrique subsaharienne poursuit sa croissance. Selon un rapport du Fonds monétaire international consacré aux perspectives économiques régionales, le taux de croissance devrait passer de 3% en 2018 à 3,5% en 2019. On note toutefois des performances économiques toujours divergentes au niveau des pays. D'après les projections du rapport du Fonds monétaire international consacré aux perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, la reprise économique se poursuit sur le continent noir. Le taux de croissance devrait passer de 3% en 2018 à 3,5% en 2019 et se stabiliser à un peu moins de 4% ou autour de 5% si l'on exclut les deux plus grandes économies de la région, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Selon le rapport, environ la moitié des pays de la région, essentiellement des pays pauvres en ressources naturelles, devraient connaître une croissance d'au moins 5%, ainsi qu'une hausse de leurs revenus par habitant plus rapide que la moyenne mondiale à moyen terme. En revanche, la croissance devrait rester anémique à court terme dans les 24 autres pays, l'Afrique du Sud et le Nigeria inclus, qui sont davantage tributaires des ressources naturelles. Le document recommande aux pays à croissance économique de faire passer les rênes de la croissance du secteur public au secteur privé parce que la forte croissance observée dans beaucoup de ces pays a été en partie stimulée par une hausse des niveaux d'investissement public qui a provoqué un alourdissement continu de la dette. En ce qui concerne les pays plus riches en ressources naturelles mais à moins forte croissance, ils sont appelés à procéder aux ajustements budgétaires et extérieurs requis face à la baisse des prix des produits de base. Ces pays devront aussi introduire les réformes nécessaires pour favoriser la diversification économique et remédier rapidement aux incertitudes entourant l'action publique qui freinent la croissance, surtout en Afrique subsaharienne. Et ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente semaine en compagnie des programmes de SICA et à mercredi pour une autre édition du Journal de l'économie.